Nous sommes dans les locaux de Financia Business School, une école, donc une business school parisienne spécialisée sur les métiers autour de la finance et de la finance de marché. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouveau master que vous allez lancer qui est à propos de la blockchain. C'est quelque chose d'assez nouveau dans le monde académique. Vous êtes distingué aussi récemment, et ça a fait beaucoup parler, en étant la première business school française et européenne à accepter les paiements des frais d'études en Bitcoin. Vous allez pouvoir nous parler un peu de tout ça. On a donc avec nous Monsieur Lopez de Castro, qui est le fondateur et président de Financia. Je vous laisse la parole. Tout d'abord, merci beaucoup à Vidéo Bourse de venir encore une fois chez nous. Donc effectivement, nous sommes vraiment ravis et très contents puisque nous avons été repris dans un peu plus d'une vingtaine de pays, puisqu'effectivement nous sommes la première école française à avoir accepté le paiement en Bitcoin, la première européenne et sûrement la première mondiale. En tout cas, c'est ce que je sais jusqu'ici, et ça a été applaudi par la communauté, je dirais, mondiale, un peu sur les cryptos. Alors, Financia Business School, qu'est-ce que c'est? C'est une école dédiée 100% à la finance, hein. Donc on ne fait pas que de la crypto, mais disons, ça fait partie de nos axes stratégiques importants et qu'on veut développer. On a été sûrement la première école française, puisque nos premiers cours remontent un petit peu avant 2016, entre autres, sur la partie blockchain. Et nous travaillons depuis un certain moment déjà à la création d'un programme complet et unique sur la blockchain et entre autres le big data aussi, qui sont quand même fortement liés, en tout cas d'un point de vue technologique. Alors, on donne déjà de nombreuses heures de cours avant de créer ce programme, donc on a une expérience sur ce point-là. Et puis on s'est dit, la blockchain, c'est avant tout une technologie, c'est une rupture de technologie, et on souhaitait en faire bénéficier nos étudiants. Et on s'est dit qu'en tant qu'établissement scolaire, on se devait de donner l'exemple et d'accepter aussi, c'était une première à accepter les moyens de paiement. Donc ce qui est fantastique, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 25% de nos étudiants sont des étrangers. Vous connaissez un petit peu le coût des transactions à l'étranger, les paiements, des fois pour nous, d'un point de vue comptable, la difficulté à les retracer. Et on a retrouvé qu'effectivement, que la technologie blockchain était parfaite, puisque ça réduisait le coût, ça facilitait entre autres les transferts. C'était une bonne chose. Donc on s'est lancé sur ce produit. On a, peut-être on pourra en parler après, mais on a d'autres types d'innovations qu'on veut apporter aussi typiquement à l'école. Et pour monter tout ça, on n'a pas fait ça tout seul, naturellement. On s'est entouré d'experts, et entre autres avec notre principal partenaire qui est ici à ma gauche, donc Adrien Hubert, qui est président fondateur de Coin Capital, entre autres, voilà, et qui nous a aidé à monter ce programme et qui nous aide à nous structurer en blockchain. Voilà. Ok, alors Adrien, donc Adrien Hubert, tu es responsable de Coin Capital. Comment va s'articuler ton action avec Financia dans cette aventure blockchain crypto? Merci à toi. Alors, Coin Capital, on fait trois choses. La première chose, c'est sur quoi on est né. On est né pour faire de la formation et pousser l'adoption de la technologie. On est né en 2015 avec mon associé Jérémy Martin, qui est lui IT, moi je suis plutôt financier de formation. On avait vraiment à cœur de pousser la technologie blockchain quand même les banques, les institutions françaises, l'État, Bercy, avaient encore très peu de connaissances sur ces technologies en 2015. Donc on est né d'abord pour promouvoir l'adoption et faire des formations, des conférences et des cours pour les entreprises et pour les grandes écoles de commerce comme Financia. Et c'est pour ça qu'on trouvait que notre partenariat ait du sens, parce que Financia Business School et Alfonso avaient vraiment l'idée d'innover sur des projets blockchain en amont, pas que pour communiquer sur le projet, parce qu'on savait que le communiqué allait avoir du succès, on savait que c'était une innovation technique qui était majeure, sur laquelle on a un partenariat, le fait de payer les frais de scolarité en Bitcoin, mais on n'a pas fait ça que pour la communication, on a fait ça aussi parce qu'il y avait un vrai intérêt, d'une part pour les étudiants, et d'autre part parce qu'il y avait un vrai gain de temps sur ces projets en termes d'automatisation au niveau des systèmes d'information financière. Donc il y a un gain de temps en interne. Alors Coin Capital, on fait aussi d'autres choses, on fait aussi de la réallocation de portefeuille, parce que le principe des crypto-assets, des crypto-actifs, c'est qu'il y en a des milliers,
Et la gestion de ces cryptoactifs est très lourde, très compliquée, et on va dire que l'information des néophytes est très faible et a besoin d'informations d'experts, de spécialistes sur ces cryptoactifs. Et c'est pour ça que d'une part, la société a une raison d'être, et d'autre part que l'adoption dans les écoles de commerce, telles que Financia, telles que HEC Polytechnique par exemple, qui sont inspirés de nous et qui ont fait leur propre MSC sur la technologie, va dans le bon sens, va dans le sens de l'adoption auprès des étudiants et des entreprises sur cette technologie. Et c'est pour ça qu'on est assez fiers de travailler avec Alfonso sur ce projet-là, mais sur d'autres projets qu'on va vous détailler ensuite. Très bien. Actuellement, on sent un vrai engouement de la part des entreprises, et quand je parle des entreprises, notamment des grands groupes et des grandes sociétés autour de la blockchain, et dans un même temps, les crypto-monnaies, les principales crypto-monnaies voient leur cours bas. On a peut-être arrêté de baisser, mais en tout cas on est très bas par rapport à l'engouement qu'on a eu en 2017. Quel est votre point de vue quant au contexte actuel autour de la blockchain et des crypto-monnaies? Est-ce qu'on a deux choses qui se séparent, qui à la base étaient liées, parce que blockchain c'est né avec le Bitcoin, c'est intrinsèque au projet Bitcoin, mais est-ce qu'on a deux choses qui se séparent, les crypto-monnaies dans un sens et la technologie blockchain qui peut être appliquée à l'assurance, à plein de choses, au partage d'informations, etc. Alors, pour moi, c'est deux choses totalement distinctes. La blockchain, c'est d'abord une technologie. Voilà. Le Bitcoin en est entre autres une résultante. Donc, pour nous, en tant qu'école, on a vocation effectivement à former sur la technologie. Néanmoins, c'est pas pour ça qu'on va délaisser tout le marché, je dirais, d'investissement du particulier, toute la partie spéculation, entre autres, sur les tokens et les monnaies, qui pour certaines reflètent un vrai actif. Voilà. Néanmoins, il faut bien savoir séparer ces deux volets. Concernant un petit peu le marché, qui est un petit peu en repli, pour ça, je vais passer quand même la parole aux grands spécialistes dans ce domaine, parce que je pense qu'on pourra peut-être nous éclairer un petit peu. Où est-ce qu'on en est du Bitcoin et des autres monnaies token? Que penser de l'investissement dans ces domaines-là? Merci Adrien. Absolument. Alors là, le Bitcoin est à peu près à 6300, 6400 $. Il ne faut pas se formaliser d'une part par rapport au cours en dollars ou en euros du Bitcoin et des cryptoactifs, parce que ce cours reflète l'adoption et la spéculation. L'adoption, elle est en cours, elle va prendre du temps parce que la technologie, elle est immature, elle a que 10 ans. La spéculation, elle existe parce qu'il y a un potentiel derrière qui est sa technologie et son potentiel en termes de décentralisation, en termes d'automatisation des process. Donc ça, il faut laisser le temps. Et on a eu un décalage en fin 2017 qu'on a appelé le bull run, c'est-à-dire la grosse montée des crypto-monnaies, moi ce que je préfère appeler crypto-actifs. On a eu un décalage par rapport au cours parce qu'il y a eu une grosse spéculation et beaucoup d'acteurs qui voulaient rentrer sur le marché. Là, le cours a dévissé, mais le cours sur un an du Bitcoin est toujours positif. Donc sur un an, dans n'importe quelle période aujourd'hui, on est en gain sur le Bitcoin et sur les crypto-actifs, crypto-monnaies. C'est important de le dire, on ne le dit pas assez. Deuxièmement, un point assez intéressant, c'est que, et vraiment je pense qu'il faut souligner, les crypto-monnaies, les crypto-actifs, elles sont certes cotées sur le marché, mais derrière il y a l'utilisation, il y a l'adoption qu'on en fait. Et ces modes d'adoption, il y a 100, 150, 200 fois plus de personnes qui travaillent sur la technologie en tant que développeur, en tant que chef de projet, en tant qu'analyste financier et en tant qu'économiste sur ces questions qu'il y avait il y a un an. Donc la bulle et la chute de ces cryptos renforce aussi l'image et renforce aussi la visibilité qu'ont les cryptos et permet aussi, on va dire, l'augmentation des personnes qui travaillent sur la question. Donc c'est un mal pour un bien. Alors peut-être, mais par contre ça crée aussi un déficit de confiance parce que les gens qui ne sont pas dedans se disent c'est très volatile, je vais peut-être pas m'y risquer, etc. Bon, c'est aussi étonnant qu'on ait donc de plus en plus de gens qui travaillent dans le secteur, mais qu'on ait des cours qui pour l'instant restent bas. Théoriquement, si on a de plus en plus d'intérêt, il y a de plus en plus de volume et plus de demandes, donc les cours théoriquement devraient monter. Qu'est-ce qui fait que pour le moment les cours restent bas? Est-ce qu'il y a eu trop peut-être de projets en fait, avec tout l'engouement qu'il y a eu en 2017, il y a eu beaucoup d'ICO, etc., qui étaient bidons, on peut le dire. Est-ce que c'est ça aussi qui a un peu, dans un premier temps, là, créé un manque de confiance? Aujourd'hui, on voit les projets d'ICO beaucoup mieux montés. Tout à l'heure, on voyait Simple. Et c'est une tendance assez générale. On ne peut plus lever de fonds facilement avec les ICO. Du coup, on est obligé de faire des projets de qualité. Voilà.
Est-ce que tu peux réagir peut-être là-dessus? Alors, juste avant de passer la parole, ce que je voudrais quand même dire, c'est qu'effectivement, tout d'abord, on est sur un marché qui est spéculatif. Hein. On parle d'une technologie qui est jeune, qui a 10 ans, donc je ne suis pas persuadé que ça soit bon pour tout le monde. C'est-à-dire que bon, il ne faut pas vider totalement son livret A pour pouvoir tout mettre, entre autres, sur les tokens et les monnaies scripturales. Donc, c'est d'abord quand même réservé à un public averti qui est capable de supporter une certaine volatilité et qui, pour nous, doit quand même comprendre au minimum ce qu'ils font, sur quoi ils mettent de l'argent. Donc on ne peut pas avoir un potentiel de gain important sans prendre de risques. Hein. Donc ça, je dirais un petit disclaimer, entre autres, voilà, attention, c'est pas à la portée de tout le monde. Le marché n'est pas encore très bien structuré. Comme on a dit, il y a eu quelques ICO, effectivement, je dirais un petit peu défaillantes, où on manque un petit peu d'informations, mais le législateur français a très bien répondu, donc ça va dans le bon sens. Et je pense aussi qu'en termes de société de conseil, il y a eu aussi un peu de tout, et surtout un peu rien, mais c'est en train de se structurer. Il y a des agréments qui vont être donnés par l'AMF. Avant, c'était essentiellement par la CPR. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et je pense qu'il faudra suivre de très près ces sociétés-là et que le marché, effectivement, va se régulariser au fur et à mesure. On voit qu'aux États-Unis, la SEC a beaucoup interféré cette année sur, effectivement, des choses qui étaient un petit peu limites. Et donc, on va dans le sens de la régulation du marché et ça va faire je pense, beaucoup de bien à ce point-là. Voilà. Alors, je suis totalement d'accord avec toi, Alfonso. C'est réservé à un public plutôt averti, ce qui n'a pas été le cas pendant la bulle, et c'est pour ça qu'on a besoin de formation, et on en revient sur notre sujet. Il y a 2 points dans la question que tu m'as posée. Je vais faire la première réponse à ce point-là, c'est est-ce qu'on peut se poser la question sur l'adoption à terme des crypto-monnaies, des crypto-actifs? Il y avait une philosophie derrière, qui est une philosophie, d'une part, d'automatiser certains processus qui sont liés à la blockchain, et d'autre part, de payer de façon décentralisée sans tiers de confiance. Et cette technologie-là, qui a, je le rappelle, 10 ans, ces processus technologiques, quand je parlais blockchain, les protocoles par exemple de validation des crypto-monnaies, comme le Proof of Work, Proof of Stake, etc., ils sont vraiment immatures. Et donc cette technologie-là, elle a eu beaucoup de promesses, elle a fait beaucoup d'émules lors du gros bull run de novembre à décembre 2017. Elle n'a pas déçu, mais la technologie prend le temps d'être développée. Et moi, je vois bien, vers 2019-2020, une maturation au niveau technologique. Donc c'est pour ça que le cours, forcément, subit ce décalage technologique comme Ethereum, qui a le réseau qui est complètement bouché aujourd'hui, qui est complètement saturé en termes technologiques, qui ne peut plus supporter de ce que j'appelle moi les scripts qui sont vers des smart contracts. Et il y a ce problème d'immaturité technologique qui prend du temps à être développé et qu'on doit gérer. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, qui est assez lié à ce premier problème, c'est le problème général de qui a investi dans la crypto-monnaie et crypto-actifs. J'avais le débat avec des personnes de l'écosystème. La crypto-monnaie, c'est le seul actif qui existe aujourd'hui, qui est né des particuliers, et qui, après, va dans la main des institutionnels. C'est le seul. On a les actions, les obligations, les titres. C'est des titres qui viennent des professionnels, qui vont vers les particuliers. Les crypto-monnaies sont le seul. Et cette transition vers les professionnels, vers les fonds d'investissement, vers les fonds qui sont régulés, est en train de s'opérer. Ça prend du temps parce que des contraintes légales, comme l'a très bien rappelé Alfonso. Et à Compte Capital, on prévoit que là, en début novembre et en fin d'année, ça sera l'année où vont apparaître les institutionnels qui vont investir massivement dans ces technologies. Et cet investissement massif des institutionnels va créer une nouvelle bulle sur le marché qui sera plus forte. C'est ce qu'on prévoit à Compte Capital. Ok. Est-ce que vous pensez que les principales crypto-monnaies actuelles seront également les crypto-monnaies qui profiteront de cette éventuelle hausse, ou que de nouveaux projets vont émerger? Au départ, il y a eu énormément de projets. Là, on a l'impression que le marché se resserre un peu sur un groupe de 10, 20, allez, maxi 30 gros projets. Est-ce qu'on va se concentrer sur ça, ou est-ce qu'on va continuer à avoir l'arrivée de nouvelles crypto-monnaies? Alors, c'est une très bonne question. Moi, j'ai qu'un élément subjectif, c'est-à-dire ma capacité à analyser le marché au quotidien avec Compte Capital. Je pense que dans les crypto-actifs qui existent aujourd'hui, dans le top 100 des crypto-actifs, il y a 70 à 80% des projets qui sont sérieux, qui sont bien menés et qui vont être amenés à avoir un intérêt.
Après, souvent ils sont challengés entre eux parce que ça part des mêmes idées. Il y a par exemple des places de marché décentralisées qui reposent sur une crypto ou un token. Il y a une quinzaine de projets comme ça dans le top 100. 2 ou 3 vont perdurer. Ça sera le winner takes all, donc ça veut dire qu'il y en a 2 ou 3 qui vont émerger, qui seront les meilleurs projets, parce qu'ils seront les plus poussés technologiquement, parce qu'ils auront les accords métiers avec des associations, avec des écoles, avec des partenaires d'entreprise, et c'est eux qui vont émerger. Donc il y aura une sélection naturelle, comme il y a le cas en finance, hein, dans tous les projets, et cette sélection naturelle, elle n'a pas encore été faite, et elle est en train de se faire dans ce processus depuis février 2018. Donc ce processus va émerger. Deuxième question que tu me poses, oui, il y a des projets très sérieux, par exemple Cardano qui est un projet qui est académique en son essence, des projets comme EOS, des projets comme Ethereum qu'on connaît très bien, des projets comme Stellar par exemple qui se structurent auprès d'entreprises comme IBM, etc., qui sont des projets très sérieux, qui sont des projets qui ont des grosses équipes, qui ont beaucoup de moyens, qui vont perdurer et qui, en cotation, au niveau de la crypto, auront toujours une valeur parce que derrière il y a un vrai produit technologique, il y a une vraie promesse qui se met en application au fil de jour. On voit sur GitHub, on voit sur les projets, ça se met en application. Après, il faut vraiment décorréler aujourd'hui le cours, qui est beaucoup de spéculation, comme tu l'as dit Alfonso, de la valeur intrinsèque du projet, qui est la promesse de répondre à un service ou une application. Et quand ça sera le cas, vers 2019-2020, on va dire que les cours vont se recorréler à la valeur applicative du service, du token et de la crypto. Et là, il y aura vraiment un marché qui sera plus équilibré et qu'on pourra arbitrer de façon plus sereine. Très bien. Pour en revenir à Financia et au master dédié à la blockchain, Financia s'est fait une réputation et est connu pour bien être vraiment au contact des entreprises. Les élèves sont en alternance. Est-ce que ce sera le cas également pour ce master en blockchain? Est-ce que vous avez déjà des partenariats ou des sociétés qui sont intéressées dans la formation d'équipe et le recrutement de jeunes en alternance pour travailler sur la blockchain? Alors en effet, hein, nous on prône vraiment pour l'alternance, puisque c'est une façon d'insérer les étudiants très rapidement, qu'ils aient un CDI, puisque c'est notre objectif. C'est très bien d'avoir un diplôme, mais c'est encore mieux d'avoir un emploi derrière, donc pour nous c'est très important. Le deuxième point, ça règle aussi le problème de scolarité, entre autres pour l'étudiant. Donc sur ce programme, on garde un petit peu notre philosophie qu'on applique à tous nos autres programmes, qui sont la compliance, la finance de marché, la finance d'entreprise, la gestion de patrimoine, et entre autres l'immobilier. Donc on reste avec ces stratégies qui fonctionnent excessivement bien. Pour monter un programme chez nous, il y a 2 éléments qui sont essentiels. Le premier, c'est qu'il faut qu'il y ait absolument des débouchés auprès des entreprises. Puisque comme je vous dis, juste monter un diplôme pour avoir un diplôme, c'est très bien, c'est intéressant, mais nous en tout cas chez Financia, ce qui nous intéresse, c'est l'employabilité, et qui est effectivement l'insertion professionnelle. Donc là, dans la blockchain, il y a une très forte demande des entreprises, et l'une des raisons qui nous a motivés, c'est qu'effectivement aujourd'hui, de toute façon, les entreprises créées sur la blockchain n'arrivent pas à trouver de jeunes formés sur ce type de métier. Et c'est un constat qu'on a fait avec, je dirais, l'ensemble de l'écosystème financier au sens large, mais en partant des grandes banques, aux sociétés de gestion, et sans compter aussi naturellement, entre autres, les différentes startups qui ont beaucoup de mal à trouver des jeunes qui sont souvent obligés de s'auto-former eux-mêmes en entreprise. Voilà. Donc on a une forte demande de l'écosystème, mais au sens très large, comme je vous l'ai dit, en allant, je ne vais pas citer, parce qu'après je suis obligé de toutes les citer, mais en allant des grandes banques leaders européennes, entre autres et françaises, qui ont ce type de besoins en interne, en allant jusqu'à effectivement la start-up. L'autre volet, c'est que, un petit peu le contrat qu'on a, c'est que comme une école qui se veut très pragmatique et tournée vers l'employabilité, on a des professeurs au sens traditionnel, universitaires, de grandes business schools, très bien positionnés, mais on a aussi une très grande partie de professionnels en activité,
à très haut niveau. C'est ça qui nous intéresse. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'ils puissent transmettre le savoir qui est en train de se faire actuellement sur le marché, en ayant le bon timing sur ces points-là. Et naturellement, ces professeurs viennent chez Financia, naturellement pour le plaisir d'enseigner et transmettre leur savoir, mais aussi pour former leurs futurs cadres salariés. Hein, c'est ça le volet. Donc nos professeurs sont, en plus d'enseigner, extrêmement intéressés pour une forme de chasse de tête directement et venir aller chercher directement l'étudiant avec le bon savoir, la bonne formation directement chez Financia. Et on a déjà un exemple qui est très simple, puisque c'est Con Capital qui est ici, puisque on a déjà un de nos étudiants qui travaillent en tout cas avec eux, et puis j'espère qu'Adrien au fur et à mesure va découvrir entre autres des nouveaux talents, des petites pépites, des petits génies, entre autres de la finance, de l'informatique, du droit, tous ces métiers qui sont nécessaires dans la blockchain, et pareil aussi pour les autres, pour les entreprises. En fait, le succès, c'est lorsque vous mettez dans une même salle des étudiants excessivement motivés, qui ont une soif d'apprendre, qui ont déjà une bonne base de formation, voilà, avec des professionnels qui eux-mêmes ont la volonté de développer leur business, de créer quelque chose, d'aller encore plus loin, voilà, dans un cadre 100% finance comme est Financia, avec un environnement très positif. Lorsque vous mettez tout ça ensemble, ça crée des synergies excessivement fortes, voilà, et généralement des réussites. C'est un petit peu cette clé, et qu'on applique naturellement à tous les programmes. Ok, ça marche. Alors, pour revenir sur ta question et pour faire le parallèle avec la réponse d'Alfonso, la question c'était, est-ce que les projets crypto, les projets tokens, qui sont aujourd'hui dans le top 100 ou dans les projets qui existent, est-ce qu'ils vont être amenés à se pérenniser ou ça sera des nouveaux projets? Beaucoup de projets crypto étaient des bons projets, mais étaient très idéologues. Il manquait l'aspect pragmatique qui manque dans beaucoup de projets. Et moi, ce que j'ai aimé dans l'approche de Financia pour ces métiers classiques, pour aussi le programme et le master qu'on va créer ensemble, c'est l'aspect académique qui doit être d'excellente qualité, de très haut niveau, parce que c'est des sujets qui sont très complexes, très IT, avec une base juridique et des domaines financiers, la blockchain, et en même temps, l'aspect très pragmatique, très opérationnel, des banques, des CIB et des banques très spécialisées dans ce qu'on appelle le trade finance, entre autres, qui s'intéressent à la blockchain. Et c'est ce double aspect qu'on veut mettre en place avec Alfonso, l'aspect académique de très haut niveau sur ces questions de blockchain, qui doivent être traitées pour des étudiants et par des étudiants qui ont une grande capacité de réflexion académique sur ces sujets, de penser le futur des technologies de la blockchain, l'épreuve de travail par exemple, j'en parlais, et un aspect très opérationnel, comment s'adapter dans les grandes banques quand on est chef de projet innovation blockchain de façon très pragmatique dans les métiers. Et cette double compétence, elle sera, je pense, le cœur du programme qu'on va créer. Très bien. Si on veut en savoir plus sur ce master, je suppose que c'est expliqué ou ce sera expliqué sur le site de Financia. La première promotion sera en septembre 2019. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors, comme j'ai dit, on a commencé nos cours en 2016, de partir assez importante. Donc, on a déjà aujourd'hui un nombre de cours très important dispensés sur la blockchain, mais on a fait le constat que ça suffisait pas. Voilà, il fallait vraiment avoir un programme totalement dédié à cette technologie. On aura un peu plus de 400 heures de cours au sens traditionnel. Puis nos étudiants passeront à une durée minimum de 6 mois en entreprise, idéalement 1 an dans le cadre de l'alternance. Voilà, complété effectivement avec une partie aussi big data, puisque l'intelligence artificielle et autres, tout ça se corrèle un petit peu. On est sur des domaines qui sont proches et il faut avoir une culture aujourd'hui de plus en plus large, et on considère que le big data s'associe très bien avec la compliance. Donc voilà, donc on a trouvé que de faire des cours de façon importante était très bien, mais la blockchain avait le droit à son grand master, à son grand programme, et puis j'espère que Financia fera partie de ces grands programmes. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Alfonso, mais chez Financia, c'est
toujours plus fort, toujours plus vite. Et c'est vrai que la capacité à créer le premier master blockchain dédié dans une grande école de la finance, c'est quelque chose que j'apprécie. Je pense qu'on a tous les éléments, on a des étudiants qui sont très motivés et bien formés dans la finance traditionnelle. On est en train de structurer avec tous les acteurs de l'écosystème des cours de très grande qualité avec des intervenants qui sont très spécialisés dans leur domaine, avec tous les acteurs de l'écosystème. Je peux en citer certains, je peux citer BitConseil, Conhouse qui va travailler sur le sujet, ConCapital avec qui on va travailler chez Financia, des cabinets d'avocats, etc. On a toutes les compétences pour créer un master qui soit de qualité et encore une fois opérationnel pour répondre aux vrais besoins qui existent des banques, des CIB, des assurances et des supply chain et places de marché qui veulent des étudiants blockchain formés à la finance. Très bien, merci pour vos réponses.